Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit, ici Roch Cholette. Merci d'être là, je vous le rappelle, si c'est possible de partager. C'est pas grand-chose pour vous là, de partager le podcast, mais pour nous, ça représente beaucoup. Aujourd'hui, bien sûr, je veux revenir sur le discours d'ouverture d'hier que le premier ministre a livré au Salon Bleu de l'Assemblée nationale. C'est un moment important pour notre Parlement, pour notre démocratie, pour l'avenir collectif du Québec. Et je veux vous en parler, j'ai écouté ça avec beaucoup d'attention. Puis je vais tenter de vous, pas juste résumer, mais je vais tenter de vous mâcher tout cela pour que ça soit très digeste, pour que vous puissiez, en tout cas, à mon sens, voir là, les éléments majeurs qu'il y avait là-dedans, les éléments qui n'étaient pas là, puis ce que ça veut dire pour la suite des choses. Donc, je vais essayer de simplifier ça à outrance, parce que vous n'avez peut-être pas passé le temps nécessaire pour écouter tout cela ou analyser tout cela ce matin dans les journaux, etc. Quand même, le discours a duré 74 minutes et c'était beaucoup de vœux pieux, de voici où je veux aller avec pas beaucoup de détails. Ça, je vous l'avais dit d'avance, que c'est comme ça un discours inaugural. Mais là, c'était tellement éloquent qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de chair autour de l'os. Et il y a beaucoup de questions aujourd'hui qui se posent sur, OK, mais il veut faire ça comment? Puis telle affaire, il veut faire ça comment? Fait que je vais tenter de vous identifier ces secteurs-là. Et c'était d'une évidence manifeste que l'ambition du premier ministre, les ambitions du premier ministre et le discours d'hier, bien c'est quelque chose qui va se propager sur beaucoup plus que 11 mois. La durée restante du mandat ou à peu près, c'est un chantier ou ce sont des chantiers qui vont prendre des années. Donc, vous avez vu hier le début du commencement d'un programme, d'une plateforme électorale que le premier ministre va utiliser pour la prochaine campagne électorale. Il y a plusieurs mois pour voir qu'est-ce qu'il lève, qu'est-ce qui est faisable, etc. Puis il va arriver au cours du temps, avec des propositions plus concrètes. On va arriver dans un programme électoral qui va ressembler dans des grands pans de ce qu'on a vu hier. Je veux débuter parce que c'est pas anodin, là. Le premier ministre s'est présenté à l'Assemblée nationale hier dans un contexte, avec des prémices. Un contexte de la réalité québécoise. Il n'est pas arrivé là en vacuum. Non, il est arrivé là avec un état de situation. On est où on sort, dépendamment comment vous prenez ça, d'une pandémie inédite. On n'a jamais vécu ça, puis le monde n'a jamais vécu ça d'une telle ampleur. Donc, évidemment, ça a façonné les dernières années, mais ça va aussi façonner l'avenir. Donc, je voulais vous parler donc de cette prémisse ou de ces prémisses qui, dans le fond, ont amené le PM à se lever avec un discours d'ouverture. Je le disais, on est dans la pire crise possible ou au sortir de la pire crise possible. Et ça fait en sorte que au Québec, on maintient l'état d'urgence. Et d'entrée de jeu, il nous a dit que l'état d'urgence serait prolongé. Moi, c'est ma grande surprise. Moi, j'étais convaincu qu'il était pour dire que c'était terminé, qu'avec le discours d'ouverture, on tournait la page. Ben non, il veut se donner encore certains pouvoirs, de grands pouvoirs, pour nous amener jusqu'en début 2022 avec un état d'urgence, un état de crise qui permet au gouvernement de donner des contrats sans appel d'offres, ce qui veut dire que ça risque de coûter beaucoup plus cher. Ça a coûté beaucoup plus cher. Puis là, il n'y a plus d'urgence dans bien des domaines, si ce n'est qu'il invoque la question de la vaccination des enfants 5-11 ans. Donc, urgence sanitaire qui permet des contrats sans appel d'offres, mais surtout qui permet de rompre des conventions collectives, notamment en santé. Moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Et surtout, juste pour terminer là-dessus, quand il dit qu'il veut maintenir des pouvoirs extraordinaires loin de l'Assemblée nationale pour s'assurer de la vaccination des enfants 5-11 ans, qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qu'il a besoin dans ses cartons pour réaliser la vaccination des enfants 5-11 ans? Je ne peux pas croire, ça serait tout à fait inacceptable, que les seuls citoyens, je ne parle pas pour aller travailler en santé, là, mais les seuls citoyens où on oblige la vaccination, ce soit les enfants de 5-11 ans. Je ne peux pas croire qu'on s'en va là. Je ne peux pas croire que pour aller à l'école, tu vas être obligé d'être vacciné. On ne l'exige même pas pour les profs, on ne l'exige même pas pour les étudiants aux universités. Tu sais, je ne peux pas croire qu'il veut se maintenir des pouvoirs extraordinaires pour forcer ça, là.
Ça serait inacceptable. Alors, moi, le premier doute que j'ai eu à écouter cela, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens qu'on soit jusqu'en janvier, minimum janvier, parce qu'il a dit janvier, début 2022. C'est quoi ce début 2022? C'est 3 premiers mois? Fait que ça se peut qu'on soit encore 6 mois en état d'urgence. Puis l'argument, c'était parce que je veux vacciner les enfants de 5-11 ans. Mais écoute, les questions sont innombrables. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il a besoin d'avoir tous les pouvoirs? Pourquoi il refuse de rendre compte à l'Assemblée nationale sur la vaccination des enfants de 5-11 ans? Ça n'a aucun bon sens. Fait qu'on mettait à table. Alors, je reviens. Prémisse. Pire crise. On est en état d'urgence. On doit réaliser que le gouvernement a le pire bilan dans les environs en matière de bilan COVID, avec les morts, les contraintes, les atteintes aux libertés individuelles. On ne peut pas dire que dans les CHSLD, ça a été le Klondike. Les effets collatéraux de la COVID dans les hôpitaux, ça a été majeur. Fait que quand on regarde ça lucidement, là, oui, la campagne de vaccination a été rondement menée, mais c'est dans le côté négatif, on a parmi les pires morts, le pire bilan des morts, le nombre de cas, les hospitalisations, les soins intensifs, on est parmi les pires. Ça aussi, ça fait partie de la réalité. On se ramasse avec un réseau de la santé qui est pire aujourd'hui qu'en 2018, puis la COVID en est en partie responsable. Pas sûr, moi, que la COVID est responsable du fait qu'on n'a pas livré la promesse que les Québécois étaient pour avoir un médecin de famille. Écoute, on a doublé le nombre de personnes sans médecin de famille au Québec depuis 2018, depuis l'arrivée de la CAQ. Fait que dans le contexte, là, le premier ministre arrive à l'Assemblée nationale, il a échoué en matière de santé, ça de raison, là, mais il a échoué en matière de santé. On n'a jamais eu autant de monde en attente de chirurgie. Les urgences sont bondées. Les médecins de famille, ça n'a pas marché. On n'a jamais eu autant de pénurie de personnel. Puis ça, pas juste en santé, j'y reviendrai. On a vu nos pionniers, ceux qui ont façonné, qui ont bâti le Québec, mourir dans l'indignité dans nos CHSLD. On a privé les Québécois de libertés individuelles. On a attaqué la démocratie avec les mesures d'urgence. Puis pour ce qui est de la pénurie de personnel, c'est vrai, pas juste. Puis ça n'arrive pas comme ça. C'est pas vrai qu'on s'est réveillé un matin puis que la COVID a fait ça. Là. C'est pas vrai qu'elle a le dos large au point de dire qu'on manque de personnel en santé, en éducation, en santé mentale, en DPJ, en garderie, dans l'industrie du détail, dans les industries manufacturières puis industrielles, dans le domaine de la construction, ce qui a augmenté la crise du logement parce qu'on a moins d'offres, plus de demandes, les prix montent. Je veux dire, ça se peut pas que la COVID soit responsable de tout ça. Fait qu'on on a un gouvernement qui n'a pas regardé la démographie, qui n'a pas agi pour ça, puis là, on s'est fait frapper par la crise. Puis dans le fond, nos principaux systèmes ont éclaté. Puis au final, on se ramasse ce matin avec un gouvernement du Québec qui est en grogne avec le premier ministre du Canada qui vient d'être élu parce qu'ils ont mis leurs œufs dans le mauvais panier. Ils ont choisi le mauvais cheval. Puis ils sont mêlés de la campagne fédérale. Alors que peut-être qu'on aurait besoin de l'aide, puis M. Legault revendique plein de choses, notamment plus de pouvoir d'immigration, plus d'argent en santé, etc. Pensez-vous vraiment que Justin Trudeau va tout faire pour l'aider dans la dernière année du mandat avant l'élection? Pas convaincu. Parce que règle numéro 1 en politique, c'est toutes les politiques sont personnelles. C'est avant toute chose question personnelle. Des relations personnelles. Bon, ça c'est le contexte. Il y a des bons coups, on a été capable de vacciner, bon. Et ça ouvre des occasions, des opportunités. Bien sûr, l'économie roule à plein. Et donc, le premier ministre regarde vers l'avenir en disant, bon, mais je vais essayer de régler mes petits problèmes, mais je veux me projeter vers l'avenir. Donc, il a été capable d'identifier très certainement plusieurs forces du Québec. Il a fait mention des engagements qu'il a réalisés. En termes de nombre, c'est impressionnant. Mais ceux qu'il n'a pas réalisés, c'est symbolique, puis c'est majeur, notamment en santé. Pour notre démocratie, c'est la réforme du scrutin qu'il n'a pas réalisée. Fait qu'il y a bien des choses qu'il n'a pas réalisées. Sur le nombre, il y en a plein.
retour de l'argent dans les poches du monde, stabilisation puis diminution de la taxe scolaire. C'était une promesse, il l'a faite. Il a ramené le tarif unique d'un garderie, etc., etc. Fait qu'il a fait un bilan de ça, puis c'est bien correct comme ça. Il a ensuite lancé de vastes chantiers. Je vous résume ça, là. Il a lancé essentiellement 6 chantiers. Il a lancé, il a lancé 3 chantiers. J'y vais comme cela. En santé, il a lancé la décentralisation vers les régions. En éducation, il a dit, moi, mon objectif, c'est de hausser les taux de scolarisation. Puis en environnement, il était quand même très optimiste. Puis il a lancé donc de grands objectifs en matière d'électrification, puis on peut être un leader là-dedans, je vous en ai parlé de ça, la batterie du Québec. Puis il a annoncé officiellement le retrait du Québec du monde des hydrocarbures. Il a réitéré l'état d'urgence, comme je vous le disais, et en lançant ces grands chantiers-là, il a expliqué une couple d'affaires. Bon, j'y vais. Tout d'abord, ce qu'il dit tout au long du discours, puis c'est correct comme ça aussi d'être positif puis de faire rêver, mais soyons très réalistes. Je me sentais dans une boulangerie. Je me sentais dans un magasin de gâteaux parce que c'était de la tarte aux pommes tout au long. Et je commence par vous parler du mot « plus ». M. Legault, tout au long du discours, dans le fond, faisait référence à un Québec plus quelque chose. Puis je vais vous donner la liste. Mais comment tu peux être contre ça? Je vous donne un exemple. Ensemble, il faut avoir un Québec plus vert. Bien sûr, pas dit comment, pas dit à quel prix, pas dit c'est quoi nos objectifs, pas dit ça va être quoi les contraintes. Plus vert. Il n'a pas dit j'abandonne mon tunnel à Québec. Non, 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 non. Un Québec plus vert. Quand je vous dis tarte aux pommes, ben j'achète, moi, le Québec plus vert. Ben oui. Un Québec plus humain. Plus de compassion. Ben, tu ne peux pas être contre ça. Ben oui. Un Québec plus scolarisé. Ben, c'est superbe. Ben oui, bravo. Comment? Pas là. OK. Un Québec plus riche. Ben, je veux bien. Moi, je veux collectivement plus riche, individuellement plus riche. Il a encore parlé de l'écart de richesse qui diminue, mais qui est encore là avec l'Ontario. Il faut s'y attaquer. Très bien. Ah, pas un mot. Un Québec avec plus de soins en santé. On est tous d'accord, tu l'avais promis en 2018. Un Québec qui fait plus confiance, plus de respect envers ses régions du Québec, toutes les régions du Québec. Bien, on est d'accord avec ça. Plus de travailleurs qualifiés, ben oui. Plus de places en garderie, ben oui encore. Plus de francophones, puis plus d'enseignements d'histoire et de culture. Qui peut être contre ça? Pendant 74 minutes, c'était ça. C'était, hey, il faut être plus tout ça. Moi, à la maison, je veux être plus riche, plus de bonne humeur, plus en santé, plus maigre, plus souriant, plus tout ça, là. Je veux plus de meubles neufs, je veux tout, plus, moi aussi. Je veux plus voyager, je veux un plus beau char. Mais c'était ça hier, dans le discours inaugural. Mais avec très peu de oui puis mais comment. D'ailleurs, je veux vous parler des moins. Parce que autant M. Legault a parlé des plus, autant c'est important de parler des moins, parce qu'il y a des conséquences dans les moins. Quelquefois, il les a énumérés, puis quelquefois, il s'est gardé une petite gêne. Dans les moins, moi, ce que j'ai dénoté, c'est qu'on a moins, dans ce qu'il lance, dans ce qu'il avance, moins d'immigration. Moi, j'ai senti ça quand il dit faut pas augmenter le nombre, faut mieux les intégrer, puis l'accueil du fait français, ça devrait être la priorité, malgré la pénurie de main-d'œuvre à la grandeur. Et d'ailleurs, c'est le grand oublié. Hein? Pénurie de main-d'œuvre, là, dans tous les domaines, là, c'est absolument incroyable. Alors, moins d'immigrants, moins d'ingérence fédérale, c'est correct, mais il veut juste des chèques. M. Trudeau a de l'ouvrage à faire avec lui. Quand François Legault agit comme il agit, manifestement, il veut aussi moins de démocratie en prolongeant le décret d'instance ou d'urgence sanitaire, moins de liberté individuelle. Il a réitéré sa farouche défense du projet de loi 21 qui charcute des droits
enlève des libertés individuelles, puis une parenthèse par rapport à ça. Et là, les Québécois, alors qu'on a besoin de plus d'ouverture présentement pour accepter davantage de différences, puis que, dans le fond, il n'y a pas juste les catholiques, puis il y a peut-être comprendre d'autres religions, bien, ce que M. Legault dit par rapport à ça, c'est qu'on en connaît déjà trop. On va arrêter d'enseigner les cultures religieuses et l'éthique. On n'a plus besoin de ça au Québec. On va se tourner vers notre nombril, puis on va enseigner encore davantage de culture québécoise puis d'histoire québécoise. C'est important d'enseigner ça. Mais on vient d'enlever, alors que les tensions entre des Québécois, puis dans le monde entier, s'est exacerbé à cause des religions, bien, au Québec, on a décidé d'enlever ces connaissances-là pour garder les Québécois encore plus dans le noir. Alors, le choix que le gouvernement a fait, c'est là. Alors, moins de liberté religieuse, puis moins d'ouverture sur le monde. Alors, ça, c'est le grand discours, en plus d'avoir, dans le fond, très peu de détails, puis encore avec, pour chacune des avancées, puis des morceaux de tarte aux pommes, puis avec aussi encore plein de contradictions dans le discours gouvernemental. J'ai aussi porté une attention dans le discours de M. Legault sur... En fait, j'ai écouté le discours avec une oreille outaouaise. Et j'ai vu des risques dans ce qu'il disait. J'ai vu des risques dans l'application de tout cela. J'ai vu des risques pour l'Outaouais. Puis je vous en fais part. Toujours dans l'optique que l'Assemblée nationale, unanimement, a reconnu que nous autres, c'est pas pareil qu'ailleurs. On a un statut particulier. On mérite un statut particulier. On mérite des mesures particulières, alors qu'il n'y en a pas eu une seule encore de concrète d'annoncer, en passant. Hein, depuis que c'est adopté, ça, il n'y a jamais eu si peu de différenciation par rapport à l'Outaouais. Jamais. Pas de mesures particulières. Aucune. Contrairement, par exemple, au statut particulier en santé que les libéraux avaient fait. Mais parmi les choses que le premier ministre a annoncées qui m'inquiètent pour l'Outaouais, bien, j'y vais tout de suite. Premièrement, sur la question de l'immigration, bien, on est en train de se priver possiblement de nouveaux résidents. Ça mène une richesse collective. Quand un immigrant va avoir le choix, bien, avec les contraintes de M. Legault, il va choisir Ottawa. 2, ce qui est caché dans le projet de loi 96 sur le fait français, on n'a pas idée des impacts pour les professionnels, médecins, ingénieurs, comptables, avocats, notaires, arpenteurs, nomme-les. Il y a des contraintes là-dedans, là, dans le fin détail, là, qui vont risquer de nous faire excessivement mal. Alors, dans la quête d'une plus grande francisation au Québec, c'est tout à fait honorable, mais dans le détail, dans le fin détail, il faut voir les impacts pour l'Outaouais. Dans le discours d'hier, M. Legault a parlé des médecins spécialistes, a fait allusion au fait que, bien, finalement, les médecins spécialistes vont avoir le même écart de richesse dans leur domaine que les autres Québécois. Ça veut dire qu'on a diminué le salaire des spécialistes. Pensez-vous que pour un spécialiste en Outaouais qui vit dans un régime difficile en santé, qui voit des heures d'opération limitées, 30% de salles d'opération ouvertes, puis qu'on lui dit, bien là, dans le fond, je veux diminuer ton salaire pour que tu n'aies aucun avantage par rapport aux autres Québécois, les risques qu'ils disent « ciao, bye, je m'en vais de l'autre côté » sont assez grands. Alors, cette petite phrase où il était content de dire qu'il avait diminué le salaire des médecins spécialistes, ça veut dire quoi pour l'Outaouais? L'autre phrase qui dit « et je vais mettre les médecins de famille au pas », OK, peut-être ça a bien du bon sens, mais c'est quoi l'effet concret pour l'Outaouais si on décide de pénaliser les médecins de famille qui ne prennent pas assez de patients? OK, bien, ça veut dire quoi pour des médecins qui ont le choix de travailler de l'autre côté? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va arriver pour l'Outaouais? Ça, c'était quelque chose qui me préoccupait. Puis le dernier élément qui me préoccupait encore davantage, c'est qu'en matière de santé, on a appris qu'on était pour donner plus de pouvoir, plus de responsabilités, plus de pouvoir décisionnel aux régions. Et tout de suite, je me suis dit, OK, fait que nous autres, là, pour sortir du marasme en santé, je vais donner plus de pouvoir décisionnel à José Fillon, la PDG du CIS. Ça, c'est la solution, ça. Ça, c'est notre solution. Alors que, notamment sur la question de pénurie de main-d'œuvre, la négociation de conventions collectives, etc., c'est hors de ses mains. Alors, je trouvais un disconnect ici là, entre notre réalité,
le grand risque de donner plus de pouvoir à José Fillon puis les outils nécessaires pour régler nos problèmes. Alors, c'est un discours tarte aux pommes où personne ne peut être contre ça. C'est un discours qui, dans le fond, devient la carte routière, comme je le disais, d'un futur programme électoral. C'est impossible que le gouvernement de la CAQ soit capable de réaliser 100% de ce qu'il vient d'annoncer hier dans les 11 prochains mois. C'est carrément impossible. Alors, encore une fois, du pelletage par en avant. Et c'est comme si, dans toutes sortes de domaines, le gouvernement tente de vous faire croire qu'il vient d'arriver au pouvoir, qu'il vient de vivre avec les situations. Alors que, notamment, je vous parle de pénurie de main-d'œuvre. En 2011, et ça, on le sait, là, ça fait plusieurs années qu'on sait ça. En 2011, il y avait un Québécois sur 6 qui avait 65 ans et plus. En 2031, 20 ans plus tard, il va en avoir 1 sur 4. C'est majeur. 1 sur 4. On va, par la démographie, on va avoir des enjeux de main-d'œuvre dans tous les domaines. Parmi les solutions, bien sûr, les incitatifs à la natalité, mais ça ne peut pas qu'être ça. Puis on va avoir une progression de notre courbe de vieillissement, on va avoir plus de personnes plus âgées, on va avoir une population plus vieille. Il faut aussi que des travailleurs arrivent de l'étranger, puis l'immigration est une solution, ce que refuse d'envisager François Legault par idéalisme, par dogmatisme, purement pour une question linguistique. Purement. Et il y a, pour dans sa tête, il n'y a aucune compromission possible. Il n'y a aucun compromis possible. D'ailleurs, il veut rapatrier des pouvoirs en réunification familiale. Famille de Portugais la famille vit à Gatineau, puis veulent faire venir leur mère de 92 ans. Bien, si elle parle anglais et portugais, bien, M. François Legault va avoir les pouvoirs de dire « je vais empêcher cette réunification familiale-là ». C'est à peu près ça qu'on dit. Alors, puis ça n'a rien à voir donc avec les travailleurs qualifiés. Alors, tout ça pour dire que c'est un discours, on s'y attendait, c'est ça, un discours inaugural, mais je vous invite à aller au-delà de la tarte aux pommes. Il y a des non-dits, puis il y a aussi des conséquences réelles pour l'Outaouais qui pointent à l'horizon. Fait qu'il va falloir faire bien attention à tout cela. Puis honnêtement, j'ai entendu les partis d'opposition, c'est des répliques normales, mais j'ai rien senti de sortir du lot par rapport aux libéraux ou à Québec solidaire ou au PQ par rapport à cela. Donc, je pense que ce qui était important de faire, c'est très certainement déchirer notre chemise sur la question de l'urgence sanitaire. Puis ça semble encore une fois passer assez inaperçu, puis que c'est pas grave, on va encore être géré par décret d'ici début de 2022. Pourquoi? Pour s'assurer de la vaccination des enfants à 5-11 ans. Pourquoi on a besoin de mesures exceptionnelles pour s'assurer de la vaccination des enfants à 5-11 ans? Mais j'ai bien hâte de voir ça. Ça, c'est sur mon écran radar l'élément le plus important. Ça n'a pas de bon sens de forcer les enfants si on n'est pas pour forcer le restant de la société. Merci beaucoup d'avoir été là. N'oubliez pas, mon commentaire cette semaine, ça s'appelle Borrowell. C'est une agence de notation de crédit. Gratuitement, vous y avez accès, simplement en cliquant sur le lien qui est dans notre site web, sur notre page, dans le fond, du podcast. Et vous allez, en vous inscrivant, avoir accès à chaque semaine, non seulement à votre code de crédit, gratuitement, aussi à toute l'information utile à savoir si quelqu'un a fait une demande de crédit en votre nom. Puis troisièmement, on va vous proposer des produits financiers qui sont adaptés à votre réalité. Borrowell, Borrowell. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. Salut tout le monde.